Christian, comment on reconnaît l'amour? Très bonne question. Je pense que l'amour, on le reconnaît pas dans les mots. L'amour, on le reconnaît dans des actions, une façon de vivre avec les autres, une façon de se comporter avec les autres, et une façon d'être en fait. C'est pas une somme de mots. L'amour, c'est une attitude, c'est une posture, c'est une somme d'attitude et d'action, je pense. Une somme d'attitude et d'action. Ouais. Quelle est la plus belle action qu'on peut réaliser par amour? Je pense que la plus belle action qu'on peut réaliser dans l'amour, c'est de se sacrifier pour l'autre. En fait, j'estime que l'amour, c'est donner. Quand on aime, on donne à l'autre, on se donne. Quand on aime, on peut s'oublier soi-même pour pouvoir faire du bien à l'autre. Par exemple, moi, c'est ma conception dans le mariage, c'est-à-dire que moi, ça va faire 10 ans que je suis marié avec ma femme aujourd'hui, et cette année plutôt, et parce que si c'était l'anniversaire de mariage, je serais pas là. mais la manière dont je sais que j'aime ma femme, c'est que je suis capable de m'oublier pour elle. Pareil pour mes enfants. Et je pense que dans la cellule familiale, quand on est capable de s'oublier l'un pour l'autre, quand on met en avant le bonheur de l'autre avant le nôtre et qu'on sort de l'égoïsme, c'est là qu'on arrive dans le véritable amour. Je pense que le véritable amour, il se donne et on se donne quand on aime. S'oublier jusqu'où? Je vais juste te demander de me regarder. Moi, la caméra n'est plus là. D'accord. S'oublier jusqu'où? En fait, quand je dis s'oublier, c'est que finalement, quand on aime, notre intérêt, c'est le bonheur de l'autre. Et donc, on s'oublie pas soi-même, on ne se met pas de côté. Mais c'est-à-dire que notre priorité, notre bonheur, c'est de voir l'autre heureux. Et en fait, c'est pas du tout se mettre de côté, c'est de revoir ses priorités. Et en fait, revoir ce qui est réellement important. Je vous donne l'exemple du mariage. Une fois que je me suis marié, mes propres priorités ou ma priorité n'était plus une priorité de jeune homme, n'était plus une priorité de celui qui voulait faire les 400 coups avec ses camarades, ses potes, etc. Mais c'est que à un moment donné, la priorité, ça devient le bonheur de mon foyer. Et en fait, voir ma femme heureuse me rend heureux. Et donc, c'est une forme d'altruisme, en fait. Elle, est-ce qu'elle s'oublie également pour toi? Ou il n'y a pas besoin pour que tu l'aimes? Je pense que le véritable amour, il est inconditionnel. C'est-à-dire, on n'attend pas l'action de l'autre pour pouvoir faire le premier pas. Par contre, pour maintenir cette relation d'amour, il faut être intentionnel. Et donc, moi, ma femme, elle est intentionnelle envers moi. Et donc, elle quelque part, je vois aussi des sacrifices ou des actes ou des choses qu'elle fait par amour pour moi. Et en fait, ça me donne envie de faire plus. Et donc, finalement, ça crée une émulation. Et donc là, on rentre dans une relation d'amour. Donc, je pense que pour que l'amour commence, faut pas attendre que l'autre fasse le premier pas. Mais une fois que l'amour s'installe, ça s'installe dans une forme de réciprocité et d'intentionnalité l'un pour l'autre. Est-ce qu'on peut aimer sans sacrifice? Je pense que quand on ne sait pas donner, on n'aime pas vraiment. Quelle est la plus belle chose qu'on peut donner? La plus belle chose qu'on peut donner par amour, c'est soi. Je pense que c'est soi. Parce que quand on se donne soi, on commence à vivre non seulement pour soi, mais aussi pour l'autre. Je prends l'exemple peut-être dans la vie familiale, quand on devient parent. J'ai compris aussi en devenant papa que, en fait, quand je vis en tant que père, je vis pas seulement pour moi. Je vis aussi pour mes enfants. Je vis aussi pour leur bonheur. Je vis aussi pour leur transmettre quelque chose. Et je pense qu'on devient un être humain aussi qui a de l'impact sur les autres lorsqu'on n'est plus dans une forme d'égoïsme et qu'on pense à donner à l'autre. Et en fait, par exemple, quand on vit dans le monde associatif, quand on vit dans certains engagements, moi personnellement, j'ai des engagements personnels très forts. Et en fait, tout est drivé par l'amour parce qu'on pense pas à soi-même. Moi, je suis pasteur, voilà. Et en tant que pasteur, quand je prends du temps pour aider les autres, quand je prends du temps pour prier pour les autres, quand je prends du temps pour soutenir les autres, je le fais sans rien attendre en retour. Et donc là, on est dans le véritable amour.
J'attends pas que ces gens-là me payent, j'attends pas que ces gens-là me rendent quelque chose, mais ce que j'attends, c'est de voir ces gens-là s'en sortir, être heureux, être en paix et vivre un vrai bonheur. Quand tu pries pour les autres, tu leur souhaites quoi? D'être heureux, de rentrer dans finalement le couloir de leur destinée. Je pense que tout le monde est destiné à faire quelque chose dans sa vie. Et je pense que personne ne naît pour souffrir. Personne ne naît pour passer sa vie à pleurer. Et ma prière, c'est que les gens puissent vivre ce qu'on appelle la bénédiction. C'est qu'ils soient vraiment heureux dans tous les domaines de leur vie. Heureux dans le domaine spirituel, dans le domaine familial, dans le domaine professionnel, dans tout ce qu'ils peuvent faire, en tout cas, et qu'ils vivent un véritable épanouissement. Pourquoi les gens sont malheureux? Je pense que les gens sont malheureux déjà parce qu'ils ont arrêté, on a beaucoup arrêté dans notre société d'espérer, de croire. Je pense qu'on a beaucoup laissé la foi de côté. Après, la foi, j'en parle pas d'une manière forcément religieuse, mais je parle de la foi en termes d'espérance. C'est-à-dire, on vit, souvent je dis dans mon entourage, souvent on vit en attendant le prochain drame. Parce qu'en fait, la vie humaine est une forme de drame. On peut pas ne pas vivre de moments difficiles. On vit des échecs, on perd des êtres chers, on vit des moments où on se sent seul. Et en fait, dans tous ces moments, qu'est-ce qui nous fait réellement tenir? C'est d'espérer que ces temps soient passagers, d'espérer en des lendemains meilleurs. Parce que quand on n'espère plus, qu'est-ce qui se passe? On n'attend plus rien. Et donc même les belles opportunités qui peuvent se présenter devant nous après un échec, on ne les saisit même pas. Parce que du coup, on n'espère en rien de la vie. Et donc je pense que le manque de foi, le manque d'espérance dans des lendemains meilleurs fait que de nombreuses personnes sombrent et sont dans une forme de tristesse latente de laquelle ils n'arrivent pas à s'en sortir. Tu espères quoi, toi, de cette vie? Moi, j'espère déjà accomplir ce pourquoi je suis né. En fait, je pense qu'on est tous nés pour quelque chose. On est tous nés pour avoir un impact. Ça peut être un impact juste au niveau de sa famille, ça peut être un impact au niveau des gens autour de soi, ça peut être un impact au niveau d'une nation, au niveau de beaucoup de choses, mais on est tous nés pour un but. Et moi, j'espère que à la fin de ma vie, j'aurai fait tout ce pourquoi je suis né. Et j'aime bien un proverbe biblique qui dit tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et en fait, j'espère que j'aurai fait et épuisé finalement toutes mes capacités, toutes mes possibilités, tout ce que je pouvais faire et tout ce qui était en mon pouvoir. C'est quoi Ce serait quoi ton pouvoir? Tout ce qui est en mon pouvoir, c'est que en fait, je suis né avec des capacités. On est tous nés avec des capacités. On est tous nés avec des forces, des choses que l'on est capable de faire. On est né avec des idées, avec des rêves, avec des ambitions. Et en fait, je pense que ça, c'est un pouvoir. Je pense que on nous a souvent appris à regarder nos faiblesses et à regarder ce qu'on avait à améliorer, mais nous a pas toujours appris à regarder nos capacités, à regarder ce qu'on était en capacité de faire. Et en fait, pour moi, mon pouvoir, c'est tous ces dons, ces capacités, toutes ces qualités qui sont en moi. Et en fait, ce que je m'exerce à faire en ce moment, et depuis plusieurs mois, c'est d'essayer de trouver mes qualités, d'essayer de trouver vraiment ces choses qui font ma singularité. Et essayer ensuite de composer avec pour poser des projets, être dans l'action, et en particulier avoir un impact sur les autres grâce à ces qualités. Et je pense qu'une fois qu'on met le doigt sur ses capacités, ses qualités, c'est là qu'on rentre vraiment en possession de son pouvoir, en fait. Ça voudrait dire que ce serait plus facile de voir ses défauts que ses qualités? Oui, tout à fait. On est généralement déjà conditionné à l'école. Vous le voyez, quand on était plus jeune, c'est peut-être pas dans toutes les familles, dans beaucoup de familles, dans de nombreuses familles. T'as 15 de moyenne en français, t'as 9 ou 8 en maths, et la première chose qu'on pointe, c'est t'es pas bon en maths. Et on te dit pas que t'es bon en français. Et moi, j'ai vécu à titre personnel ce drame. J'étais très fort en anglais, très fort en histoire géo, mais tout le monde s'en foutait. J'étais nul en maths. Et en France, pas qu'en France, mais une fois qu'on a une faiblesse, généralement, on met le doigt dessus. Et c'est ce qu'on fait aussi nous-mêmes avec nous dans la vie. C'est-à-dire, je suis nul en sport,
je suis nul en prise de parole en public, je suis nul en écriture, et on pointe généralement nos faiblesses. Et je pense que c'est beaucoup plus facile. Et de toute façon, on se trouve des excuses quand on pointe nos faiblesses. Parce qu'en fait, l'excuse, c'est que je n'y arrive pas, parce que je sais pas faire ou je suis pas à la hauteur. Et en fait, il faudrait, je pense, que chacun d'entre nous apprenions à changer de retourner un petit peu les choses et pointer les points où je suis fort. Pourquoi nos parents, ils voulaient qu'on soit fort en maths? Je pense que c'est lié aussi à un espèce de fantasme qui dit que quand on est fort en maths, on peut tout faire. Parce que quand on est fort en maths, et ça c'est très scolaire, hein, on va en filière S, et la filière S nous ramène à tout. Et il y a un peu le mythe de mon enfant qui doit devenir ingénieur, qui doit devenir médecin, qui doit faire ceci, cela. Et en fait, c'est vrai que dans notre société, par exemple, les maths ont pris une ampleur assez importante. Mais je pense que, et même en devenant parent, je me rends de plus en plus compte que, en fait, les qualités, en fait, elles peuvent être là où on ne les attend pas. Et parfois, les qualités, et pour valoriser une qualité, il faut un petit peu sortir des schémas. On veut tous et on nourrit tous des grandes ambitions en pensant que il y a des métiers nobles, il y a des métiers moins nobles. Et en fait, en sortant des schémas, on se rend compte que dans les métiers qu'on qualifie parfois de moins nobles, on retrouve des artisans, des personnes qui sont douées de talent avec leurs mains, qui ont été méprisées parfois dans leur famille. Je me souviens d'un cousin qui était passionné par la cuisine, et il le dit un jour à son père: je veux devenir cuisinier, à mon oncle, et mon oncle lui colle une grosse gifle et lui dit: espèce d'idiot, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Mais en fait, non, c'est une qualité, c'est quelque chose à valoriser. Et en fait, il faut sortir un petit peu des schémas que nous impose la société et apprendre à regarder ses talents, les assumer, les apprécier. Quelquefois, on les aime pas, on les assume pas, mais il faut se regarder tel qu'on est et accepter ses qualités, les porter haut et fort et aller dans le couloir de sa destinée. Quel est l'être le plus noble, selon toi? L'être le plus noble dans des personnes que je connais ou en... De manière générale, peut-être sur le plan du caractère, ou parce que tu parlais de métier de noblesse, selon toi, l'être le plus noble? En tout cas, si je dois donner moi mon modèle, je vous parlerai de Jésus, mais on va rentrer dans le débat religieux. Et c'est peut-être pas un terrain, mais il y a des choses que j'apprécie dans ce personnage. C'est la capacité à déjà se donner pour les autres. Ça, c'est extrêmement important. La capacité à transmettre et bâtir les autres. En fait, à ramener des gens dans sa vision et en fait à pouvoir les transformer pour les rendre meilleurs. Et en fait, pour moi, les êtres extraordinaires ou les êtres qui sont les plus forts, c'est ces gens-là qui, voilà, à leur contact, vous transmettent des choses et vous améliorent au quotidien et vous aident à prendre de la hauteur, à être plus fort, à être plus résilient, à être plus altruiste, plus généreux avec les gens qui sont autour de vous. Un grand merci à toi, Christian.